Bonjour Alim et bienvenue pour ce deuxième épisode, pardon. Attends, je t'en prie. Je suis ravi de vous retrouver et puis du coup, bonjour Alim. Salut, comment ça va? Ça va mieux, ça va bien, ça va frisquet, c'est l'hiver, c'est les fêtes de Noël, le sapin est prêt. Et toi de ton côté? Bah, écoute, tout va pour le mieux. Là, je suis toujours en France pour quelques jours encore. Retour à Lisbonne la semaine prochaine pour quelques jours avant de venir passer les fêtes en France. Au froid. Au froid, d'accord. Tu ne bouges plus de là où tu es pour ton micro. D'accord. T'étais bien, voilà. Et du coup, la dernière fois, donc, on s'était arrêté à ton aventure marocaine. Là, on va commencer à parler de ton aventure bulgare, pardon. Alors, quand est-ce que tu arrives en Bulgarie? Pourquoi et comment? Un peu comme pour le Maroc, en fait, ça a été fait un peu, je vais pas dire à l'arrache, mais pas loin, sur un coup de tête. Euh, fin de l'été 2014, j'entreprends de quitter le Maroc. À ce moment-là, j'étais en contact avec une chasseuse de tête, une recruteuse, qui me propose différents postes, dont un poste en Bulgarie. Je me dis pourquoi pas. Donc à partir de là, moi je voulais quitter définitivement le Maroc déjà dans un premier temps. Donc je savais pertinemment que ça allait pas être une aventure de quelques semaines. Donc j'entreprends de ranger, de mettre mes papiers en ordre au Maroc. Et je quitte le Maroc première semaine de septembre. Je fais un crochet par la France, j'y reste 2-3 semaines. Et après, c'est direction Sofia. Donc là, on est en septembre 2014. Euh, Pourquoi? Toujours par le goût de l'aventure. Parce que la mission me plaisait. Enfin, sur le papier, la mission me plaisait. La Bulgarie, j'en avais entendu parler comme pour le Maroc, et je ne connaissais pas grand-chose et pas grand monde là-bas, à vrai dire, même personne. Donc je me suis dit pourquoi pas. C'était une mission qui allait être courte. Et j'ai sauté sur l'occasion sans réfléchir. Et ça a été, comme pour le Maroc, ça a été un peu plus court que le Maroc, mais ça a été tout aussi enrichissant, tout aussi plaisant, autant sur le mode de fonctionnement que sur le climat. Il fait très froid. Quand tu quittes le Maroc en plein été, on va dire en septembre, on est encore en été au Maroc, tu quittes le Maroc à cette époque-là et tu atterris en Bulgarie fin septembre, ton corps prend moins 30 degrés en quelques semaines. Et ça a été le plus, entre guillemets, le plus choquant en arrivant là-bas. Et du coup, c'était pour quel poste? Alors là-bas, j'intègre une équipe de consultants pour une boîte qui s'appelle Concentrix, qui est une filiale d'IBM en Bulgarie et en Europe. Donc Concentrix, pour ceux qui connaissent, on trouve énormément d'infos sur cette boîte. C'est une boîte qui s'occupe du SAV de différents groupes. Nous, on travaillait pour Walmart, on travaillait pour Cisco Systems en Europe, principalement sur le marché francophone et sur le marché francophone, donc hors métropole. Donc on travaillait avec certains pays d'Afrique du Nord, euh, les DOM, les TOM et le Canada, par exemple. Là, moi, mon boulot au sein de ce pool de consultants, c'est de rédiger. Alors, j'aime pas dire j'aime pas dire des discours ou autre, mais c'est rédiger des termes, trouver le bon terme qui va ne pas choquer un Français de métropole, mais qui pourrait par exemple choquer un Québécois. Donc en fait, il faut prendre ces éléments culturels et rédiger et préparer un discours. Discours donc, que le service commercial va mettre entre les mains de ses vendeurs, de ses commerciaux, et que le SAV va mettre entre les mains des personnes qui répondent au téléphone ou qui vont répondre aux clients par email ou par chat. En fait, le gros avantage de cette mission, c'est en fait, on travaille en français principalement, et tu apprends des mots en fait. Tu apprends des mots, tu apprends des tournures de phrases, et tu te rends compte qu'il y a des phrases, là j'en ai pas en tête, hein, mais tu te rends compte qu'il y a des phrases et des mots que tu utilises toi dans ton quotidien qui ont une toute autre portée à, à l'autre bout du monde et qui peuvent choquer. Et donc en fait, des fois, il y a des incompréhensions entre un Français qui a vécu, qui a grandi en métropole, ou qui a appris le français avec un prof ayant eu un cursus universitaire en métropole, qui n'ont pas du tout la même portée pour un mec des DOM ou des TOM, ou un Québécois, ou un type d'Afrique du Nord. Donc en fait, c'était venir régler des problèmes naissants ou, euh,
où la personne qui, entre guillemets, commettait cette erreur, cette bêtise, c'est une bêtise, il n'y a rien, il y a rien, il y a pas mort d'homme, en fait, ne se rendait pas compte qu'elle faisait une erreur. Donc tu peux pas aller la voir, entre guillemets, en lui tapant sur les dents, en lui disant là, t'as fait une bêtise. Alors que lorsque lui relayait sa phrase, toi, tu la relis ou tu écoutes, comme sur toutes les plateformes téléphoniques. Donc on était amené à écouter certains échanges téléphoniques. Il n'y avait rien de déplacé. Donc, nous, ce qu'il nous fallait, c'était reprendre tout ce contenu, le classer par pays, et à partir de là, en fait, ajouter des mots ou retirer des mots qui pouvaient soit prêter à confusion, soit être parfois même insultants pour une personne ou autre. Donc c'était sur le papier, c'était très compliqué à expliquer. Comme là, j'ai du mal à t'expliquer en des termes assez simples. Et ça me plaisait, ouais, ça m'a motivé parce que je savais que j'allais bosser avec une équipe francophone. Mais dans l'équipe francophone, je prends exemple, on a été 4. Moi, de par mes origines algériennes et congolaises, il y avait un Sénégalais, il y avait un Italien, il y avait un Turc. Donc on avait tous une langue commune qui était le français, mais on venait tous d'horizons différents. Donc et ça, c'était, ouais, ça a été réellement un moment de bonheur et d'enrichissement, mais total. Et du coup, par rapport à ce qu'on disait au Maroc la dernière fois, tout ce qui est négociation salariale, tout ce qui est... est-ce que tu étais sur un statut d'entrepreneur? Est-ce que tu étais salarié? Et du coup, ben voilà, c'est comme je disais au début de ma question, est-ce que ça se négocie? Quelles sont les spécificités du pays? Alors là-dessus, moi là cette fois-ci, je passe par un cabinet, donc le salaire est négocié. Le salaire est négocié en amont par le cabinet de recrutement. Donc moi, lorsque j'arrive, je sais combien je vais toucher. Je connais les conditions et les termes de mon contrat. Donc là, je suis sur un contrat d'indépendant, de consultant pur et dur. Concrètement, moi, mon référent direct, c'est la boîte de recrutement. Et je suis envoyé au sein d'une entreprise. Là-dessus, le salaire est plus que correct, clairement plus que correct. À l'époque où j'y étais, on parle de 2014, le SMIC était aux alentours un peu moins de 300 euros, qui est un salaire on va dire, très moyen sur place parce que Sofia étant une capitale européenne et en le vent en poupe à ce moment-là comme aujourd'hui, ça commence à devenir cher. L'immobilier commence à devenir cher, les produits de qualité commencent à devenir très chers. Nous, on arrive avec, de mémoire, si j'ai pas trop de bêtises, on arrive avec un salaire mensuel qui est d'à peu près 2000-2200 euros. Donc, t'es à quoi? C'est à peu près 8 fois, à peu près entre 7 et 8 fois le SMIC. Donc, on était extrêmement bien payé. Voilà, là-dessus, il y a rien à redire. Donc, lorsque moi je vois les termes de mon contrat, j'ai rien à négocier derrière. Les conditions sont hyper intéressantes. Bien que consultant, on bénéficie des mêmes jours de repos et des jours de récup que les salariés. Parce que concrètement, on intègre en tant que consultant, on intègre un staff, donc on est traité de la même manière, sauf pour le salaire. Et bizarrement, en fait, ça n'a jamais posé problème. C'est les équipes sur place savaient qu'on était payé mieux qu'eux, qu'on était traité entre guillemets mieux qu'eux sur le plan des salaires, sur les plans des conditions de travail, des conditions de logement, parce que le logement était fourni. Il y avait plein de conditions et en fait, ça n'a jamais été un problème. Ça n'a jamais été un problème et franchement, ça a été. Au début, lorsque tu sais que le SMIC est à environ 300 euros et que toi, tu vas gagner, comme je dis, entre 7 et 8 fois le SMIC, tu te dis automatiquement, ça va créer des tensions. Et bien, paradoxalement, il n'y en a eu aucune. Il n'y a eu aucune tension autour de ça. Donc, on a été transparent sur nos salaires, on a été transparent sur nos conditions et ça s'est super bien passé. Donc, il n'y a pas donné. Je n'ai pas été confronté à de la négociation. Après, pour ceux qui n'étaient pas consultants et qui étaient salariés, de ce que je voyais, pareil, donc il n'y avait aucune négociation parce que les salaires sont corrects, les conditions sont correctes. Pour l'anecdote, je ne suis pas rentré pour les fêtes en France. Donc du coup, j'ai bossé le 24 décembre. Alors le 25 décembre, donc la Bulgarie est un pays très conservateur, donc hors de question de bosser un 25 décembre. Clairement pas possible. J'ai bossé le 24 et le 26 décembre. Et ben pour ça, ton salaire est doublé et tu as 2 jours de récup par journée travaillée. Parce que le 24 est férié, le 25 est de facto férié, le 26 est férié. Donc il y avait
il y avait pas mal de conditions qui étaient assez intéressantes. Donc non, franchement, il n'y a aucune négo, il y a aucune négo à envisager, quoi. Et, euh, et du coup, la vie de tous les jours, ça se passe comment en Bulgarie? La vie de tous les jours, alors à cette époque-là, il y avait pas mal de boulot. Clairement, il y avait beaucoup de boulot. On finissait tard. Alors, quand je dis tard, c'est on finissait chaque soir un minimum à 19h, 19h30, voire même 20h certains soirs. Et puis après, bah, écoute, c'est une capitale européenne. C'est c'est vaste, c'est grand, c'est très riche, culturellement parlant. Tu trouves café, resto, bar, ciné, centre commercial, comme de partout en France. Très grosse communauté d'expatriés, pas que françaises. Ok, énormément d'Italiens, énormément d'Allemands et de Turcs. Donc tu te retrouves dans une immense ville qui a un énorme brassage ethnique, énorme brassage culturel. Donc ouais, t'es dans une très grande ville européenne, avec tout ce qu'une ville européenne peut offrir de divertissement toujours. Donc il n'y a pas une très grande différence. Le choc a été moins entre la France et la Bulgarie qu'entre la France et le Maroc. Il y a eu moins de, le choc culturel a été, si je puis dire, moins violent, quoi. Du coup, bon, on sait que t'es un peu bronzé et on sait que c'est un pays qui est pas reconnu non plus pour une grande ouverture d'esprit. Niveau racisme, comment que ça s'est passé là-bas? Niveau racisme, bah, écoute, il y a deux grands points. C'est que j'ai jamais été confronté à du racisme direct, voilà, clairement. Donc, je sais pas sur quoi je peux, comment dire, sur Oui, quoi t'étais pas obligé d'être une victime toute ta vie, hein. voilà, jamais été confronté à un racisme direct. Alors, s'il y en a eu, ça devait être dans mon dos. Par contre, j'ai assisté à des discussions et j'ai soulevé l'aspect choquant de la discussion auprès de la personne, auprès d'une des personnes. C'est pour un souvenir, la personne me dit ouvertement, oh, tu sais, ici on n'est pas raciste. Ça commence mal, ça. C'est ça, tu sais, quand tu te dis, c'est comme, non, mais tu sais, eux, je les aime pas, mais toi, t'es pas pareil. Là, moi, à ce moment-là, tu me perds. Tu me perds parce qu'en fait, moi, c'est con, mais je te mets dans une case où toi, t'es pareil que les autres. Et à partir de là, je t'écoute plus. Et la, et la personne me dit, non, mais tu sais, on n'est pas raciste, par contre. Et elle me cite trois traits de caractère, et comment dire, je vais pas te le dire là tellement c'est choquant. Ça, elle me cite trois origines, ethnie, orientation sexuelle, croyances, qui sont clairement pas les bienvenus en Bulgarie. Et c'est acté. Et tu te rends compte que c'est acté dans toutes les strates de la population. C'est qu'en fait, toutes les tranches, toutes les strates de la population détestent les mêmes personnes. Mais elles sont incapables de te dire pourquoi ils les détestent. Et en fait, ils les détestent comme un tout. Il n'y a rien de personnel. Tu te rends compte qu'il n'y a rien de personnel. C'est un truc qui est, je sais pas, c'est systémique, c'est mécanique. Si tu viens de là, bah, on te déteste. Bah, parce que historiquement, il s'est passé ça, ça, ça et ça. Voilà. Et ton orientation sexuelle, bah, pareil, on l'aime pas. Bah, parce qu'en fait, historiquement, il y a eu ça, 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 ça et ça. Et ça va pas plus loin. Le truc qui est choquant, c'est que ça va pas au-delà. C'est comme si je te regardais, je te disais, bah, écoute, je t'aime pas. Et c'est tout. Mais voilà, je te déteste. Je suis incapable de dire pourquoi. Ah, moi, je sais pourquoi je t'aime pas, hein. Ah, toi aussi. Bon, on en parlera après. On est deux. Alors, Ce sera le troisième épisode pour qu'on se déteste. et du coup, pourquoi tu pars de la Bulgarie, d'un pays si charmant? Euh, Charmant et très froid. Alors, donc la mission touche à son terme. En fait, je décide de pas la renouveler. Je rentre en France pour des raisons personnelles. Et après, et les personnes avec qui j'ai bossé sur place, donc certaines ont retrouvé leur contrée. Notamment, je pense aux Turcs et aux Sénégalais. Moi, je rentre en France déjà pour des raisons personnelles. Contrairement à d'autres séjours que j'ai fait à gauche à droite, voilà, vraiment un séjour découverte. J'y vais, je reste à peu près 6 mois. Je fais le job.
pas trop mal apparemment. Et puis derrière, voilà, donc je dois rentrer en France à ce moment-là, en fait, et je décide de rentrer définitivement en France après un peu plus de 1 an et demi d'expatriation. Donc voilà, j'ai pas eu ce sentiment de vouloir rester un peu plus longtemps, d'attachement ou autre. Ça m'a pas. Le pays est charmant, hein. Le pays est très beau. Là où il est situé, c'est, on va dire, à 2-3 heures de route. Tu te retrouves dans un autre pays avec une autre culture, hein, d'autres paysages, hein, des environnements complètement différents. Mais ouais, en fait, ouais, je suis resté quelques mois. Ça m'a suffi. Après, peut-être parce que le pays est relativement petit. Et tout se fait c'est très simple, tout se joue à Sofia et à Varna. Varna qui est la seconde ville qui est un peu plus au nord. Voilà, donc moi je décide de rentrer, un espèce d'alignement des planètes. Donc il y a je sais pas si on peut dire ça, si on peut dire alignement des planètes. Enfin, il y a des soucis personnels qui font que je dois rentrer. Et puis là pareil, je fais le tour très vite. Je fais le tour très vite. Mais après, c'est un pays que j'ai eu plaisir à visiter, si je dis pas de bêtises, 1 an ou 1 an et demi après. J'y suis retourné en vacances. Donc, moi, non, voilà, ouais, ça a été assez vite. Ça a été Pour assez tout ce vite. qui est, on en avait un peu discuté, administratif, vu que c'est un pays qui fait partie de l'Union Européenne, c'était beaucoup plus simple que pour le Maroc. Alors, beaucoup plus simple parce que là, je fais les choses correctement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce cabinet de recrutement qui vient me chercher. C'est-à-dire à charge pour eux de faire en sorte que moi j'arrive et d'être installé le jour où j'arrive. Donc là, concrètement, je n'ai rien à faire si ce n'est fournir des documents en amont. J'ai fourni les documents alors que j'étais au Maroc. Donc c'est des documents basiques, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Et c'est la boîte qui se charge de tout mettre en place. Et donc moi j'arrive, le jour où j'arrive, je sais on me récupère à l'aéroport, euh, on me dépose à l'hôtel, de l'hôtel j'y passe 2-3 jours, après donc j'intègre l'appartement, donc le logement de fonction, tu signes les papiers, tout va très vite. Il y a juste une petite anecdote qui était assez marrante, c'était concernant le compte bancaire, où bah, j'avais pas de compte bancaire bulgare, ce qui moi, me semble normal. Et j'en fais part le matin à la compta, bureau de la compta et des RH, et on me dit bah ok, bah pas de souci, on fait le nécessaire. Et le truc qui a été assez malin, c'est qu'ils savaient pertinemment qu'on était, bon, moi dans mon cas, donc je vivais en France. Bah, ils ont fait le nécessaire. Comment dire, ça peut paraître futile, hein. Bah, en fait, ils m'ont ouvert un compte en Bulgarie, mais auprès d'une banque française, pour pouvoir bah, rapatrier des fonds ou et garder mon compte bulgare et le gérer bah, depuis l'entité en France. Voilà. Donc ça va assez vite. Là-dessus, ils ont un aspect qui est, ils bossent un peu comme comment dire, comme des Anglais ou des Américains, c'est-à-dire il faut quelques documents pour déclencher une procédure. Une fois que la procédure est déclenchée, ça va super vite. Le compte en banque, pourquoi je parle de ça, c'est que j'en parle le matin à 8 heures ou 9 heures. Pendant ma post-déj à 13 heures, je vais récupérer mon compte en banque, je vais récupérer mon RIB et ma carte de crédit. À mon nom déjà. Donc là où dans n'importe quelle banque classique, bah, on t'envoie le code à domicile, puis on t'envoie un courrier pour te dire de venir récupérer ta carte, et puis tu dois signer un troisième document. Là, bah, ça prend 4-5 heures. Ça prend 4-5 heures pour ouvrir un compte bancaire et te donner accès à tous les services d'un compte en banque. Donc ça va super vite. Au niveau administratif, là aussi, ça va super vite. Une fois les documents fournis, le cabinet de recrutement a fait le nécessaire. Si le cabinet de recrutement ne l'avait pas fait, ça aurait été à Concentrix de le faire. Et derrière, par contre, ouais, c'est une armada de gens qui sont là, donc ce qu'on appelle l'équipe d'intégration, qui sont là pour, en fait, toi, tu viens pour une tâche, tu fais ton boulot, l'administratif, ça ne te regarde pas. Ouais, tu leur délègues. Mais j'allais dire, c'est leur job et c'est super bien fait. Donc ça va très vite. Hors entreprise, donc après, si on discute uniquement de la vie en Bulgarie, bah, pareil aussi, énormément de services sont digitalisés. Énormément de services publics sont déjà en ligne. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un référent, une référence
comment dire, un identifiant, tu sais, comment dire, je pense toujours avec le NIF portugais. Une fois que tu l'as, bah, tu fais toutes tes démarches avec cet identifiant. Et ça va plus vite. C'est-à-dire que tu donnes tes coordonnées à une institution, et bah, les autres l'ont automatiquement. Donc lorsque tu passes d'un service à l'autre, et bah, t'as pas besoin de redonner tous tes documents, tu sais, de les imprimer, de les photocopier en 4 fois, de redonner tes photos. D'autant plus que Bulgarie étant membre de l'UE, un truc tout bête, la sécurité sociale européenne, tu as ta carte de sécu européenne, bah, tu gagnes un temps fou. Voilà, donc ça, franchement, ça fait partie des avantages pour quiconque souhaite découvrir la Bulgarie. C'est si tu y vas dans des conditions optimales, en passant par une boîte, par un cabinet ou autre, ouais, tu fais rien. T'es accompagné comme si tu étais avec papa-maman. Et du coup, bon bah tu finis ton expérience en Bulgarie. Tu pars sur quoi après? Après, je rentre en France. J'avais un projet de plateforme de coaching en ligne. Elle a été montée, c'est une plateforme qui a été montée, c'est une plateforme qui s'appelait quelcoach.fr. Écoute, ça a démarré, mais il y a eu je pense on est arrivé trop tard sur ce marché parce que les salles de sport telles qu'on les connaît, ben, Basic Fit, Keep Cool, Fitlane et compagnie, étaient déjà en train de se lancer massivement dans le coaching en ligne. Et ben, en fait, nous, on a été happé très vite. Hein. On a été happé très vite, c'est l'avantage. On a fonctionné 2 ans avec, même un peu plus, où je m'étais concentré là-dessus. Et le principe était simple, c'est que tu allais sur la plateforme, tu avais une map, tu étais localisé à travers ton IP, et tu tapais, je sais pas moi, Pilate, et tu tapais Pilate, et tu rentrais en contact directement avec la prof ou le prof de Pilate le plus proche de chez toi. Pour l'utilisateur, c'était entièrement gratuit. Seul le professionnel, en fait, payait son référencement sur la plateforme. Et ça a duré, ça a duré un peu plus de 2 ans. J'ai fait ça, pendant les 2 années où j'étais en France. Et en 2017, quand l'envie de quitter la France pour aller voir ailleurs un peu ce qui se faisait, et que j'ai jeté mon dévolu sur le Portugal, c'est une activité que j'ai gardée pendant plusieurs mois en arrivant au Portugal. Et que j'ai commencé à déléguer tout doucement, tout doucement, tout doucement. Aujourd'hui, c'est un truc dans lequel j'ai juste quelque part. Et c'est ce qu'on appelle la minorité de blocage. C'est juste pour venir râler de temps en temps en disant ça, j'aime pas, faut faire autrement. Et je prends un malin plaisir à le faire. Ouais, et je fais ça pendant 2 ans. Je relâche un peu la pression sur d'autres projets. Parce que mine de rien, un peu plus de 18 mois à l'étranger, ça a été assez intense. Mais je l'ai voulu, parce que j'ai appris énormément de choses, j'ai rencontré énormément de personnes. Mais ouais, de 2015 à 2017, j'ai voulu un peu relâcher la pression. Ce qui a été fait, et puis dans la foulée, comme tu sais, avril 2017, j'ai atterri à Lisbonne. Et du coup, qu'est-ce qui te pousse à Lisbonne? Pourquoi Lisbonne et pas Madrid et pas d'autres Pour- villes? Pourquoi Lisbonne? Comme je te racontais sur le premier enregistrement, je fais un tour d'Europe en 2013. Et donc, je fais un tour d'Europe en bus et en train. Donc, je traverse de magnifiques pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Et le dernier, on va dire la dernière partie de ce séjour, c'est un vol Milan-Casablanca. Et j'arrive à l'aéroport de Milan, à Bergame. L'aéroport de Bergame, j'arrive à l'aéroport de Bergame, et en fait, je vais acheter un billet pour Lisbonne. Pour Casablanca, pardon. Et en fait, je prends mon billet, et l'anecdote est réelle. C'est que moi, dans ma tête, je fais Milan-Lisbonne. Et genre, l'avion doit décoller dans 3 ou 4 heures. Donc, je me rends pas compte. Donc, juste le temps de me poser, de manger un morceau. Et c'est une fois assis dans l'avion où, en fait, je me rends compte sur les billets que j'ai à la main et à l'annonce du commandant de bord
En fait, que l'avion fait Milan-Lisbonne, Lisbonne-Casablanca. Mais surtout, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, l'avion fait Milan-Lisbonne, à peu près 3 heures de vol, peut-être un peu moins. Genre, j'ai une bêtise, genre l'avion fait midi, 15 heures. Moi, automatiquement, je me dis, bon, s'il y a une correspondance, bah, c'est dans l'après-midi, dans la soirée, quoi. Sauf que la correspondance a lieu le lendemain. Qui fait que je me retrouve à Lisbonne. Je me retrouve à Lisbonne en août 2013. Et au lieu de passer quelques heures à attendre l'avion à l'aéroport, parce que j'avais aucun plan de logement ou quoi que ce soit, en fait, je décide d'aller me balader en ville, de contacter Cap Portugal et de leur demander de décaler mon billet pour plus tard, sans trop savoir combien de temps j'allais rester. Et au final, je reste 5 jours. Et ma première découverte du Portugal, ça a été de prendre la ligne rouge du métro que tu connais, de l'aéroport à la gare centrale d'Orient. Et en fait, là, je prends un taxi et je lui demande de m'amener au rond-point de Marques Pombal, près du jardin Édouard VII. Et à partir de là, en fait, je descends à pied. Donc, je prends toute l'avenue de la Liberté, je descends à pied jusqu'à Place du Commerce. Et je paye un espèce d'aboutissement, donc je savais que j'étais à quelques jours de m'installer au Maroc, et à partir de là, en fait, je me prends une claque phénoménale, qui est, en fait, je tombe littéralement amoureux de ce que je vois, de ce que je découvre du Portugal à ce moment-là. Et je reste 5 jours, c'est que j'ai arpenté à peu près tous les quartiers de Lisbonne. J'ai dû marcher, je sais pas, peut-être je vais marcher peut-être 10-15 bornes par jour, et ça pendant 5 jours. Et ayant fait la promesse à ma pote d'aller saisir ma chance au Maroc, donc en fait, je vais au Maroc, mais en gardant dans un coin de ma tête, Lisbonne, c'est pas mal, je reviendrai un jour. Et automatiquement, lorsqu'en 2017, l'envie de quitter de nouveau la France et d'aller vivre à l'étranger, en fait, la première option, c'est Lisbonne. Et je fais tout pour choper un... Donc là, par contre, je me renseigne, je fais les choses encore plus correctement qu'auparavant. Je me renseigne sur les démarches administratives à faire, qu'est-ce qui pourrait faciliter mon installation, quelles sont les 2-3 conneries à pas faire, comme tout expat qui s'installe dans un bled à l'étranger. Et je me rends compte que le mieux, c'est de passer par des boîtes. Alors moi, je passe par Citel, qui est pas loin de Parc des Nations à Lisbonne. Et je savais pertinemment qu'en intégrant cette boîte sur une mission de 3 mois, ils allaient faire le nécessaire au niveau administratif pour me mettre dans les clous. Et c'est ce qui s'est passé. C'est de avril à juillet, je travaille pour cette boîte. On a pour client une société américaine qui s'appelle Abbott, qui s'occupe du traitement de l'insuline pour les diabétiques. Pareil, donc le job en lui-même me plaît, mais je savais pertinemment que je ne pouvais pas être salarié, en fait. Ne l'ayant pas été depuis la fin de mes études et la fin de mon poste de prof 7 ans auparavant, je savais que je ne pouvais pas être salarié, donc je profite clairement des 3 mois pour m'installer, trouver un appart, voir comment monter une boîte, comment monter une micro-entreprise, comment prendre des statuts de freelance. Et je le fais pendant 3 mois. Pendant 3 mois, je découvre les arcanes de l'administration portugaise. Au bout de 3 mois, donc, je démissionne et je dépose mon statut en tant que consultant indépendant au Portugal. Donc, ouais, pour répondre à ta question, le Portugal, ça a été une histoire d'amour et une promesse de se revoir. Alors, quand je l'ignorais, mais ça a mis à peu près 4 ans pour que j'y retourne. Oh bah j'ai eu le temps alors, ça va. Pas désespéré. Jamais. Non, c'est vrai, ça a été une vraie... Je savais pertinemment, c'est que quand je commence à regarder les pays à gauche, à droite, où aller passer du temps en 2017, les deux offres et les deux destinations qui m'intéressaient, c'était Lisbonne et Dublin. Puis après, ça s'est joué au nombre de jours d'ensoleillement. Et j'ai choisi Lisbonne. Et honnêtement, ouais, ça a été, je pense, la meilleure décision que j'ai prise de ma vie jusqu'à aujourd'hui.
Et du coup, bon, alors Lisbonne, c'est une capitale européenne, ça a beaucoup de liens avec la France. Euh, Faire des affaires à Lisbonne, est-ce que ça t'a dépaysé? Alors, moi, j'ai énormément bossé, et jusqu'à maintenant, énormément avec des francophones ou des francophiles. Donc, ça m'a pas tellement dépaysé. Euh, la seule chose, c'est que les gens prennent leur temps. Je vais pas dire que c'est un truc avec lequel j'ai du mal, Si, si, on mais, peut le dire. mais voilà. Ils prennent leur temps. Et c'est con, c'est que tu prends un Parisien, il est speed 24 heures sur 24, tu le mets à Lisbonne, euh, écoute, il déconnecte. Il déconnecte et il met 3 semaines à te répondre. Ouais, je suis pas sûr, hein. Moi, je trouve quand même que la ville, elle est speed. Après, on n'a pas la même approche de la ville, toi et moi, mais je trouve qu'elle est speed, la ville, hein. Ah, pour des Portugais, elle est speed, quoi. Oui, elle est speed parce que c'est une capitale européenne et à un moment donné, si tu te bouges pas, tu loupes un train, tu loupes Est-ce que une tu peux occasion. juste te rapprocher du micro? Ah, c'est mieux. Ouais, reste collé au micro. Je Donc oui, reste. elle est speed. Moi, la grande avenue, la Marquès Pompal, le quartier des affaires, j'y vais le moins souvent possible, hein. Ah oui, non, mais là-dessus, là, je suis d'accord avec toi. Non, mais ce quartier est speed parce que tout est centralisé là-bas. Mais après, ça dépend avec qui tu fais du business. Les gros groupes sont très compliqués à approcher, extrêmement compliqués à Ouais, approcher. c'est Euh, un truc de... Des fois, je me dis que ça vient du contexte culturel du pays, où il y avait comme un petit système de caste, sans le dire, par rapport à ton degré d'études et puis ton niveau social, qui, bah, quoi qu'en disent un peu les gens sur place, perdure un peu quand même. mais c'est ce qu'on se disait, les titres, c'est ce qu'on se disait ensemble, tu te souviens, les titres sont très importants au Portugal. Ouais, ouais, les seigneurs ingénieurs, enfin les seigneurs, les Ah, voilà, messieurs ingénieurs, les genre monsieur, messieurs monsieur docteurs. Et professeur. rapproche-toi du micro, monsieur, je m'éloigne. Ah, là, je vais être bon, là. Donc, non, non, voilà, donc, ouais, les gros groupes sont très compliqués à approcher. Tout ce qui se fait, tu as l'impression que ça se fait, que c'est du off-market. Donc, après, j'ai jamais vu une ville avec si peu d'appels d'offres passer. Et vraiment, il y en a très peu. Et tu apprends des mois plus tard, en fait, qu'il y avait eu un appel d'offres sur tel ou tel projet, pour tel ou tel projet, pardon. Et bah, en fait, ouais, tu te dis, bah, ouais, j'ai pas vu passer. Et tu te rends compte vite, ouais, que t'es pas le seul à ne pas l'avoir vu Ouais, passer. c'est un pays où il faut que tu sois initié. Enfin, Mais vraiment, faut Ah, que tu sois introduit. et tu vois, le paradoxe du truc, c'est qu'il faut que tu sois introduit dans certains cercles, machin, il y a des codes, des trucs. Une fois que tu as passé la porte d'entrée et que tu fais voir que tu maîtrises ces codes, tu as l'impression de déjeuner tous les midis avec Jean-Marie Bigard et sa bande, quoi. Presque, Moi, c'est un truc qui me choque dans ce pays. Il y a une c'est telle presque ça. considération de l'étiquette. Et une Ah, mais fois que tu vois que tu sais maîtriser, enfin, on l'a vu déjà deux, trois fois, enfin, on peut en parler d'ailleurs. Dès que tu as vu, mais ça te prend plus de haut. Et ça, carrément, ça oublie les bonnes manières, quoi. Ça oublie même les bonnes manières dans le business. Et mais c'est c'est ça. un truc de taré, quoi. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, tu mets un temps fou. C'est ça, tu mets un temps fou à y entrer. Et une fois que tu y entres, moi, j'ai participé à des déjeuners de clubs d'affaires, de business, machin. C'est les gens que je croisais, ils te calculent pas. Et une fois que tu es là, le type se rend compte, bah, en fait, que finalement, que t'es pas trop con, que tu peux l'aider dans son business. Et à partir de là, tu sais, il t'intègre. Et puis, ouais, et puis je vais pas dire qu'on devient les meilleurs amis au Non, monde. sans parler de ça, mais tu n'es plus Joel Clodo, quoi. Voilà, non, mais voilà, il y a un truc qui est paradoxal, c'est que tu mets un temps fou. Tu mets un temps fou Alors qu'en à- France, ce qui est désespérant aussi, c'est qu'une fois que tu rentres, alors c'est un peu moins dur à rentrer, mais une fois que tu rentres dans un cercle, ben, il faut que tu fasses un peu tes preuves, faut que tu ronges ton frein, faut que tu attendes un petit peu avant Exactement. qu'on te concède de l'intérêt ou de l'importance. Mais on avait eu un cas comme ça à Lim, je sais pas si tu t'en souviens, dans le domaine du e-sport.
Exactement. Ça avait été un petit peu compliqué de les approcher. Et ils sont venus au rendez-vous. Donc Alim ne parle pas le portugais. On était avec une de ses collaboratrices qui ne parle pas non plus le portugais. Donc la conversation a commencé à s'engager en anglais. J'ai vu que les gars en avaient rien à foutre. Et bah moi, malgré ma tête d'espingouin et mon nom espagnol et mon prénom imprononçable pour les portugais, j'ai commencé à parler en portugais. Et là, ça change tout. Et ça s'est détendu d'un coup. Ils m'ont demandé mais d'où je parlais le portugais. J'ai commencé. Bon là, c'est le storytelling qui fait aussi son œuvre. Mais j'ai raconté que mes grands-parents venaient de tel coin, de tel bled et de telle région. Ça s'est détendu. C'est exactement ça. Ah, Non, on a non, eu des invites, on nous a dit faut venir voir, faut venir faire ça, on a tel projet. Bref, ça s'est détendu. Et je pense que si on avait eu continué en anglais, on n'aurait pas eu accès à toutes ces informations-là. je pense pas, mais clairement, ouais, je pense pas. Il y a voilà, il y a une barrière à l'entrée qui se joue sur la langue. Après, je pense, ouais, il y a un côté protectionniste parce que, comment dire, parce qu'ils voient énormément d'expats arriver et ils veulent pas que. Ouais, là aussi, on peut le dire rapidement, hein, sans trop diverger. On a une sale réputation, alors, dans pas mal de pays, mais on a une sale réputation, nous, Français, au Portugal. Ça vient de deux, allez, peut-être trois niveaux, mais moi, celui que j'identifie, c'est que dans les années 70, moi, ma maman, par exemple, enfin non, ma mère, c'est pas le bon exemple, mais dans les années 70, beaucoup de Portugaises, 60, 70, 80, beaucoup de Portugais sont partis du Portugal pour trouver une meilleure situation économique dans le reste de l'Europe. Et du coup, ce qui se passait, c'est que ces gens-là, ben, souvent étaient diplômés, et comme beaucoup de fois, quand tu dois partir sur les routes pour nourrir ta famille, tu te retrouves à faire des ménages ou à faire des métiers qui sont un peu moins valorisants que ton diplôme. Et donc ces gens-là rentraient au Portugal, ils racontaient ce qu'ils faisaient, et il y avait une sorte de dédain des Français quand les Français venaient en vacances là-bas, parce que ben, c'était des gens qui ne traitaient pas bien leurs compatriotes. Voilà. Et du coup, c'est resté ça. C'est resté à tel point qu'une fois un taxi, et c'est véridique, hein, je parle avec le taxi, je m'exerce en portugais, machin, et le taxi, il me dit, mais on apprend le portugais en France? Je lui dis, bah oui, déjà je l'avais appris à mes grands-parents, et puis moi, j'ai choisi de faire une grande partie de mes études en bilingue. Donc, oui, on apprend le portugais en France. Il y a plein d'écoles. Ah, d'accord. Mais les Portugais ne subissent pas une ségrégation sociale. Et j'ai mes gros yeux qui s'écarquillent. Je dis, c'est un bien grand mot quand même. Qu'est-ce que vous entendez par là? Bah, il me disait, mais les emplois qui sont réservés aux Portugais, c'est que les emplois de ménage et les emplois de conciergerie. Et là, j'ai compris qu'il avait fait un amalgame avec tout ce qu'on avait pu lui raconter. Et la réalité n'est pas celle-là. Il y a pas, on force pas les Portugais, on n'a jamais forcé les gens à prendre tel ou tel emploi. C'est juste que les expatriés portugais ont organisé une mafia sur ces emplois-là. C'est-à-dire qu'à Lyon, il n'y a pas une seule conciergerie qui est effectivement pas tenue par une Portugaise. Et si tu veux récupérer la conciergerie, t'as intérêt à te marier avec sa fille. Mais c'est véridique, hein. Moi j'ai souvent travaillé en été là-dedans, je te promets, hein, c'était que des Portugais. Oh, mais ça déclenche, ça déclenche. Et c'est des mafias, et c'est des cousinades, quoi. Bref, et j'ai rigolé il a rigolé quand je lui ai raconté ça, en me disant oui, effectivement, on est très famille et tout, quoi. Mais il y avait une idée comme quoi les Portugais étaient maltraités et que les enfants, bah, comme moi par exemple, les luso-descendants, continuaient à l'être. Alors que, bah, pas du tout. Regarde, bon, j'en ai pas parlé avec le monsieur parce qu'à l'époque c'était pas le cas, mais il y a une des ministres actuellement du gouvernement Macron qui est luso-descendante. Elle vient du Cap-Vert. Ah oui. Voilà. Ouais. Du coup, bref, mais c'est assez marrant. Donc c'est pour ça qu'on a déjà une image un peu dégueulasse. Et deuxièmement, ben, on a une image dégueulasse parce qu'on se comporte mal. Moi, j'ai rencontré pas mal de gens qui voulaient faire du business avec moi. On va boire un café. Moi, je commande mon café en portugais. Les gars commandent leur café en anglais ou dans un français un peu dédaigneux. Et je leur dis, ils me racontent leur histoire et la plupart, ouais, ça fait 10 ans que je suis au Portugal. Et tu sais toujours pas commander ton café en portugais. Ah non, yes. Ah non, mais de toute façon, on a la langue talent. n'est pas dure. Je veux bien qu'à l'écrit elle soit compliquée, mais la langue à parler n'est pas dure. Elle est très Écoute, transparente. Comment dire, aujourd'hui, le portugais, je le comprends. Lorsqu'on parle lentement, je le comprends. Je fais des efforts. Il y a quoi, il y a même pas 2 heures, j'ai reçu un coup de fil où la personne parlait en portugais, donc j'ai réussi à caser la phrase de pouvoir prendre un rendez-vous en présentiel la semaine prochaine quand je serai au Portugal, le tout en portugais. Ça a dû être dégueulasse, hein. Eh ben, tu sens, ouais.
le ton a changé entre le début de l'appel et la fin de l'appel. Parce que je pense qu'il s'attendait pas à ce que je lui réponde en portugais. Ouais, et puis, mais c'est vraiment quelque chose. Enfin, bon, on va peut-être pas trop parler là-dessus, mais on pourra en parler dans un autre épisode si ça vous intéresse. Mais culturellement, voilà, le Portugais est très fier de sa culture. Et À la malgré qu'elle culture soit un pays vivante. très ouvert sur l'Atlantique, attention, et ça a son importance, c'est très ouvert sur l'Atlantique, ça l'est pas sur l'Europe. Faut bien le comprendre, ça. C'est-à-dire, ils savent ce qui se passe un peu partout. Euh, Tu le vois par la situation géographique. voilà, mais c'est C'est comment? négatif. C'est, C'est-à-dire que quand vous allez actuellement au Portugal, on vous parle des chemises, des chemises jaunes. J'ai traduit dans ma tête comme ils jaune. Je sais pas pourquoi. Les Des gilets gilets jaunes. jaunes. Et j'étais là, mais c'est quoi le mot en français? Des gilets jaunes. Et Tu sais qu'on les, tu sais qu'on les a eu à Lisbonne en novembre oui, 2019. on m'a eu raconté. Ouais, ma cousine qui travaille à la banque centrale au Portugal m'a dit ils se sont mis autour de la banque centrale et ils voulaient nous empêcher de sortir. Simplement, ils étaient 10. Alors bon, Ils ça étaient, va, ils ça va étaient, pris quoi. ils étaient au rond-point de marquage Pombal et j'adore Ouais. ce qu'ils faisaient. En fait, c'est ils se mettaient sur les passages piétons autour du rond-point. Pour pas Et que les gens passent. ils traversaient les passages piétons, mais quand le bonhomme était ouvert, mais tellement doucement que en fait, t'avais 20 personnes qui s'engageaient. Le bonhomme passait au rouge et t'avais encore la moitié qui avait pas traversé. Donc ils ont créé mais, des bouchons à la con. Ouais, et surtout que là-bas, la Ah, police, elle rigole pas. Hein. Enfin, on trouve que la nôtre, elle est cassante. Eux, là-bas, ils rigolent pas. Hein. Quand ils se Et déplacent, tu les le as type qui dérangés m'avait, pendant le football, ils viennent pas pour rien. le, Hein. le type qui allait dire quoi, il fait bah je traverse lentement, mais je traverse. Tu peux rien lui dire dans le fond. Ouais. J'ai adoré. Mais bon, voilà, ils ont un avis plutôt. Paradoxalement, ils ont un avis assez négatif sur la gestion européenne. Et donc, ils Il y sont a vachement ça, plus tournés vers le Brésil, vers les États-Unis, vers l'Amérique latine et l'Afrique. mais après, comment dire, après il y a un passé colonial qui est en Amérique du Sud et en Afrique. Mais après, il y a aussi le fait où on, on- on parlait des Français, et je pense pas que ce soit que les Français. Il y a ce côté où en fait où on voit le Portugal comme un pays du tiers monde. Oui, ouais, c'est pas cher de vivre là-bas. Va te payer ton Un, c'est studio à Lisbonne qu'on rigole. C'est ça. Un, c'est pas cher. Moi, comment dire, sur mon ancien appart, quand je donnais le loyer de mon ancien appart, c'est les gens ils disent, ah, à Lisbonne, c'est aussi cher. Alors, ça va, moi, je suis, tu sais, genre ici, je suis c'est le ventre mou. Hein. Chez moi, j'ai vu des studios à 1500 à 2000 balles. Mais parce que t'as une vue, t'es un Miradouro, t'as une vue à quasiment à 360 sur tout Lisbonne, tu vois le Tage, tu vois Belém et compagnie. Et le Portugal a cette image, mais qui est fausse. Et là, comment dire, là, faut le dire, faut le crier, c'est le Portugal n'est pas cher. Et je vais trouver de la main-d'œuvre pas chère au Portugal, et je vais trouver de la main-d'œuvre moins qualifiée. Et là, il y a un truc qui est en train de s'opérer, et que je trouve ça, mais je trouve magique de bêtises, c'est en fait, moi, finalement, la main-d'œuvre portugaise est de très bonne qualité. Donc, on va aller chercher la main-d'œuvre de très bonne qualité, mais surtout à bas coût. Et donc, des fois, tu vois des offres d'emploi passer, ou des offres de stage, mais dans des conditions. Mais tu te dis, mais attends, l'esclave, il a été aboli quand? À moins à moins qu'on l'ait réinstauré, que je ne sois pas au courant. Le Portugal, certaines personnes ont cette image du Portugal. Et c'est complètement fou, c'est complètement faux, c'est complètement fou. Faut littéralement arrêter ce délire. Donc, le Portugal est moins cher à certains endroits. L'immobilier est tout aussi cher que n'importe quelle euh, grande ville en Europe. La main-d'œuvre est autant qualifiée, voire plus qualifiée dans certains secteurs. Et là, je ne sais pas si tu as vu passer le sondage où Lisbonne est sur le podium des villes qui attirent le plus d'expatriés au monde. Avec Valence et la troisième, je sais pas, je crois que la troisième c'est Alicante. Ouais, ouais, non, mais ça m'étonne pas du tout. Après, il y a aussi ses défauts. Enfin, on va pas non plus. Moi, je trouve que Lisbonne se perd un peu, qu'elle ressemble beaucoup à Paris, donc c'est pas dans ma bouche, c'est pas une qualité. Et que c'est pour ça que moi, en général, je traîne pas trop à Marquès Pombal, que je suis plutôt à Alcantara ou même à Moscavide, paradoxalement, même si c'est une grosse banlieue, quoi.
Bah, Euh, mon premier appart était là-bas. Il était entre voilà. Moscou et l'aéroport. Moscavite, c'est très, ça reste, ça a l'esprit portugais, c'est-à-dire l'esprit de gens qui savent prendre le temps des choses. Attention, ça veut pas dire qu'ils sont feignants, ça veut pas dire qu'ils font pas le taf, mais ils prennent le temps. S'il faut se poser pour boire un café, bon, on se pose et on boit un café. S'il faut Café portugais. rallonger la soirée, ben, on rallongera la soirée au travail. Mais ça prend le temps de faire les choses, ça prend le temps de vivre. Et, et même en termes pro, je trouve que c'est un peu plus gratifiant. Après, effectivement, oui, ce centre-ville de Lisbonne, à part le centre-ville touristique qui est à éviter. Enfin, c'est joli, quoi, mais Ouais, enfin, c'est faut y aller joli. en temps de Covid, quoi. Là, c'est agréable. Écoute, j'étais à la dernière fois, c'était pas mal. Effectivement, il n'y avait pas grand Voilà, il monde. n'y a pas trop de monde. Et puis c'est surtout, t'es pas agressé toutes les 5 minutes par les vendeurs à la sauvette. T'es pas agressé toutes les 5 minutes par les serveurs. Enfin, il est 8 h du matin, les mecs, ils veulent déjà que t'ailles bouffer de la crevette, quoi. C'est un peu tôt, quoi. Enfin, des fois, tu leur dis, Eh, j'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Ils me disent, c'est pas grave, tu prends le petit déjeuner, tu manges la crevette. Oui, bah, tu manges pas de répartie, mais non, j'ai pas envie de vomir, là, tout de suite. Et des fois, ce qui est marrant, c'est qu'ils te voient sortir de table du resto d'en face, mais ils t'invitent à manger quand Ils même. t'invitent à venir, bah, alors, à manger, ils sont pas courts non plus. En fait, souvent, je cherche la traduction en français, euh, en fait, il propose au bagaço. Et le bagaço, c'est le digestif. C'est un guet-apens, ça. C'est un guet-apens. Oui, surtout que leur digestif, là, t'en mets un dans ta caisse, tu fais 10 kilomètres déjà. Donc ton digestif, dès que tu l'as pris, t'es collé au comptoir après. Hein. Tu décolles plus, quoi. Enfin, toi, tu bois pas d'alcool. Moi, malheureusement, j'en bois pour toi. Et je leur refuse, hein, parce qu'il est violent, leur bagasse. Après, voilà, c'est un pays où, effectivement. Alors, on va mesurer aussi ce que tu disais sur le pas cher. Cher. Effectivement, Lisbonne, c'est très cher. Après, dès que tu as la voiture et que tu veux bien concevoir à faire 45 minutes de voiture aller le matin et retour, tu trouves des trucs pas chers, très grands. Enfin, même Ah, pour une. C'est pas tu Paris, vas, quoi. Je veux dire. tu vas du pont, tu divises le budget loyer par deux, quoi. Et encore, ce serait pas par Voilà, c'est con, hein. Et t'es plus près de la plage, de l'autre côté du pont. Ça aussi, c'est marrant. là, Costa de Caparica, t'es à côté de la Voilà, plage. y a des choses sympas. Le cadre de vie est agréable. L'administratif au Portugal est assez rapide. C'est un peu comme un Mac, l'administratif au Portugal. Quand ça marche bien. C'est Mais ça. alors quand ça plante, tu prends cher. Bah, écoute, pour l'instant, moi, ça marche. Ouais. Voilà, bah après, Je touche du bois, ça va faire 4 ans. ouais. J'ai- Alors, quand ça bug, ça bug. Le système de santé, par contre, est déplorable. Enfin, Mais c'est un peu ce qu'on disait sur le Maroc, c'est qu'en fait, les cliniques privées ont pris le pas sur sur le service public. voilà, clairement, si vous avez une grippe, débrouillez-vous plus vite fait à la pharmacie que d'aller au docteur. Enfin, votre grippe, elle va vous coûter 200 balles. Hein. On va pas se le cacher. Et vous serez peut-être pas guéri. Parce que c'est pas l'intérêt du docteur. Hein. Parce que là-bas, le docteur se rapproche plus du garagiste. Il a intérêt à vous revoir. Euh, Je suis mauvais. Et claquer 200 balles en période de Covid, t'es pas sûr de Euh, pouvoir te rembourser par la mutuelle. Non, bah, bon voilà. Et puis pareil, il y a un problème avec la jeunesse portugaise du coup. Donc c'est pour ça que le marché du travail portugais est très agressif à Lisbonne. C'est que souvent, ben, la génération slasher, déjà leurs parents le connaissaient. Avec un SMIC moyen très bas, bah, des fois, il faut 2 jobs, chacun dans la famille pour pouvoir s'en sortir avec les prix des loyers ou les prix des crédits. Il y a eu aussi ces crises à répétition économique et notamment une grosse crise immobilière là, qui arrive de plein fouet au Portugal. Là, on est à Et quoi? On affiche -11. Là, bah, à la sortie, enfin à la sortie, on verra quand est-ce qu'on sortira du Covid. Mais on annonce pour ceux les qui chiffres. aiment l'urbex, euh, je vous promets qu'il y a des quartiers entiers, mais quand je vous dis un quartier, c'est pas 3 maisons, ce sont des barres d'immeubles entières qui ont été finis à la construction et qui sont lissées vides depuis 15 ans, C'est clair. ou 10 Enfin, il y ans, a ou 5 ans. il y a- Voilà. il y a une bulle immobilière qui a été horrible et qui a été, à mes yeux, destructrice pour le pays. Moi, ce qui m'inquiète, c'est vrai, c'est peut-être de la voir revenir avec une spéculation dedans, où les gens ne pourront plus payer les loyers. Donc, Bon, là, la mairie a pris les devants, mais effectivement, la mairie seule pourra pas faire les choses, quoi. Enfin, pour faire simple, euh, à Paris, ils ont fait des effets d'annonce, mais il n'y a rien qui est vraiment fait. À Lisbonne,
pour tous ceux qui avaient spéculé sur du Airbnb, donc qui achetaient des appartements pour les mettre en Airbnb, qui n'ont pas pu les louer cette année, bah, ils se retrouvent avec des crédits absolument exorbitants à régler, qui auraient pu être réglés si ça avait été comme d'habitude de louer toute l'année. Et là, c'est pas le cas. Et du coup, la mairie de Lisbonne, voyant ça, voyant qu'il allait avoir des dettes, des faillites et des gens qui allaient pas pouvoir payer, et donc des crédits pas remboursés, et donc des banques qui allaient perdre des liquidités, a proposé la chose suivante. Elle a dit, bah voilà, moi je vous donne ce que vous avez perdu cette année, grosso modo. On vous aide à rembourser votre crédit, machin. Par contre, pendant 5 ans, le logement, il est plus en Airbnb. Pendant 5 ans, vous le louez à temps, à un prix en dessous du marché, bien entendu. Vous le louez à temps à des gens qu'on va choisir nous. Et donc, Ouais, les prix sont plafonnés, les prix sont plafonnés, puis après, ça garantit surtout une entrée de loyer aux propriétaires et éviter une spéculation. et une inflation, quoi, ouais, clairement. La nourriture est pas bien. Bon, toi, Alim, tu connais peut-être un peu moins Porto ou les autres bleds, mais Lisbonne, tout est cher. Alors, oui, effectivement, vous pouvez très bien manger dans ce qu'on appelle uma tasca pour 4 euros. Enfin, pour 4 euros, vous pouvez très bien manger au Portugal tous les jours. Et des fois, ça vous coûte moins cher d'aller au resto tous les jours que de faire vos courses. Mais moi qui fais très gaffe à mon alimentation, je peux te promettre qu'à chaque fois que j'y vais, je sors un plus gros billet que ce que je fais en France. Après, ouais, après, ça dépend où tu vas manger, ça dépend ce que tu vas manger. Ah Ça dépend bah, en allant par exemple à un supermarché, hein, un Carrefour, Sûr. un Continent. Ils ont encore des continents, eux. Oh, Et c'est ils bien. ont même des intermarchés mousquetaires. Tout ne se chaque perd fois pas. À chaque fois que je vais au Portugal, je fais le stock de barres de céréales de chez Continent. Oui, oui, oui. Moi j'aime bien Pingo Doce. Ça, J'en ai pas, j'ai un j'en ai kiff pas pour le le placard. Pingo Doce, mais J'en ai pas voilà. le placard. Ah, mais les pink, enfin, tout ce qui est pingudos, là, bref, mais. Après, les produits sont de qualité et pour Voilà, la fruits et plupart des légumes, c'est un jardin là-bas, hein. Vous mangez pour la bien, mais. plupart des produits, c'est du local. Ah oui, voilà, il y a très peu de choses à importer. Très peu d'aliments importés. Après, je vous avoue, effectivement, quand vous allez à Porto, à Lisbonne, enfin à Porto, à Viana, dans l'Algarve, même en période estivale, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de retraités dans ces zones-là. La vie là est pas chère. Mais ben, elle est pas chère, mais d'un autre côté, ben, les problèmes de santé, ben, tu reviens en France dès que ça va pas. Si t'as pas de voiture, ben, les transports en commun, à part dans Lisbonne et Porto, sont très limités. Le chemin de fer est très peu développé. Ça, c'est vrai. Barcelone-Lisbonne, faut aimer, hein, en train. En train, honnêtement, je préfère le tenter en voiture. Ouais, voilà. Non, mais vraiment. Madrid aussi, Madrid-Lisbonne, c'est pas cool. Bref, le truc, c'est que voilà, c'est un pays qui est très attractif si on veut épouser son mode de vie. Et ça, je l'ai senti hein, sur mon dernier aller-retour au Portugal. Moi, je le parle le portugais, donc je peux discuter. Dès que je dis que mon grand-père il vient du coin, ça se détend, on l'a déjà dit 10 fois. Et les gars m'expliquent, on a beaucoup d'étrangers qui commencent à venir. Et alors attention, hein, on va prendre avec des pincettes. Et on n'a pas envie, ils me le disent, hein, on n'a pas envie que ça finisse comme chez vous en France. C'est C'est-à-dire que des gens qui ne... Par exemple, là-bas, ils ont beaucoup de jours fériés. Chaque ouais. région, chaque district, en plus, a ses jours fériés à lui. Et ça, les Mais c'est Portugais commencent à le jour, rager. juste le coupe, le jour de Dieu qui est un jour férié à Lisbonne. Oui, Un exemple. voilà. C'est férié uniquement à Lisbonne. Et puis, ben, les Portugais commencent à vraiment pas aimer qu'à cause des expats, ils soient obligés de taffer ce jour-là. Ah non, mais il y a ça, et puis après, bah, écoute, moi j'ai assisté à. Pendant mes 3 mois à Citel, j'ai assisté à des. Tu sais, en gros, péter un plomb, tu connais mon caractère, je peux péter un plomb assez vite. Moi, j'ai vu des gens au Portugal faire grève dans leur boîte portugaise à cause d'une loi qui allait être votée en France. Ah bon, laquelle? Hein? À Citel, j'ai vu des gens faire grève à cause d'une loi qui était en discussion en France. En fait, au Portugal, les gens suivent les mouvements de grève euh,
les mouvements de grève français. Et là, tu te dis, attends, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Et mais moi, j'ai essayé de discuter, parce que c'est curieux quand même. C'est curieux, tu bosses pour une boîte portugaise, et donc moi je parle du principe, c'est que tu as fait un choix, c'est-à-dire de t'installer au Portugal, de bosser au Portugal. Donc concrètement, la loi, ça peut t'impacter, mais pas là de suite. On a assisté à ça. Mon pote Nico peut t'en parler, mais tu rigoles, c'est un sketch. Voilà, Donc, mais bon, après, comme je te disais, je pense que. Allez, ça va rester une grosse capitale européenne, mais je pense qu'il y a. Soit ça va devenir Paris, ça va devenir ultra cosmopolite. Et j'ai l'impression qu'à. Enfin, Paris ou Londres, et j'ai l'impression qu'à la copie, les Portugais très diplômés préfèrent l'original, sachant que beaucoup de Portugais très diplômés actuellement partent à Lisbonne, à Londres. il y en a énormément, il y a une très grosse communauté. Hein. Voilà, soit ça va un peu se réguler et ça va demander aux gens d'un peu plus respecter le pays, quoi. Mais pour revenir un peu aux Français qui sont pas aimés, c'est un truc de fou. Les Français sortent qu'avec des Français, ils se mélangent très peu. Ils vont, enfin c'est bien aussi pour les expats, hein, mais ils vont dans des bars français, manger de la bouffe française, faire des soirées avec des Français. Quel intérêt de t'expatrier? T'as des grosses, avec l'arrivée de certains organismes qui promeut le digital, ou autre. En fait, c'est ça, c'est que tu te trouves dans des clubs de français avec aucune ouverture vers l'autre. C'est qu'après, tu peux bosser, tu peux être dans des assos, tu peux être dans des boîtes où on va dire, tu promeus l'installation de Français au Portugal, ce qui est louable. Mais derrière, faut pas que ce soit un espèce de tour imprenable avec uniquement des Français où concrètement, tu es au Portugal, mais tu ne connais rien du Portugal. C'est que honnêtement, au Portugal, moi j'en fréquente, c'était l'impression qu'ils sont arrivés au Portugal la semaine dernière. Ouais. Mais vraiment, des fois, je discute avec des gens, je suis étonné, t'apprends, ça fait 4, 5, 6 ans que je suis là. Et la question, mais du coup, c'est tu fais quoi? T'as fait quoi? Ah j'attends, quoi. Après, c'est très que le Portugal, c'était l'impression d'être en vacances toute l'année. Ouais, mais ça aussi, c'est un cliché, ça. C'est traître, voilà, mais alors, pour beaucoup, pour certains, c'est un cliché. Pour d'autres, honnêtement, tu vois, tu demandes ce qu'ils attendent. Mais après, je pense que ça doit être comme ça de partout. J'en ai rencontré au Maroc, on en rencontrera partout. Mais faut sortir de cette espèce de cliché, quoi. Ouais, bon après, là cette année j'y suis pas encore, donc je pourrais pas te dire comment que ça évolue, quoi. Mais ouais, je le sens mal, hein. Je t'avoue, j'ai déjà eu des conversations où ils étaient un peu, alors pas que les Français, hein, mais les expats anglais, les expats brésiliens, angolais. Alors, les expats anglais, les pauvres. Les Portugais se sentaient un peu dépossédés soit de leur pays, on vous leur pique leur travail. Ah, mais ça, c'est, comment dire, ça, c'est le. Ça, c'est le discours que tu entendras partout. Donc, Ouais, après, oui et non, quand tu discutes avec eux, tu leur dis, mais est-ce que vous avez tel type de poste? Ah bah non, pas encore. Bah ça. oui, ça reste un. Enfin, attention, je dis pas que c'est un pays du tiers-monde, hein, mais ça reste un pays qui, sur pas mal de domaines, a 5-6 ans de retard par rapport au reste de l'Europe, voire 10 ans de retard par rapport aux États-Unis, et qui a pour modèle, pour objectif de copier ce qui se passe aux États-Unis, quoi. Après, comment dire, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un pays qui a mûri et qui a dû s'adapter très vite. Ils se sont adaptés, moi je trouve qu'ils se sont adaptés très très vite. Hein. Donc Ah oui, oui, non, mais ça, ouais, c'est un à truc de prendre en fou. compte. Hein. Quand tu vois certains systèmes mis en place, tout à l'heure au début on parlait c'est très con, le NIF, que ce soit le NIF ou autre, ils se sont adaptés mais terriblement vite. Donc je pense qu'il va falloir encore un peu de temps. Il va falloir encore un peu de temps pour que tout tourne et que tout fonctionne correctement.
Après, on parle d'un pays, voilà, on parle pas d'une boîte, on parle d'un truc qui est à l'échelle d'un pays, donc ça demande du boulot. Ça demande du boulot. Oui, et puis on verra un peu comment ils sortent aussi la tête du Covid, hein, parce que l'emploi a été, bah, tu vois, avoir un tiers de son économie, j'exagère un peu, mais peut-être un cinquième de son économie basée sur le tourisme, en temps d'épidémie, bah, J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est au-delà de ça. c'est au-delà de ça. Ouais, bah, C'est au-delà, mais alors si je te dis pas de bêtises, mais à vérifier, hein, c'est 37% du PIB. ah ouais, ça va faire mal. Ah non, mais ça va, voilà, c'est tout secteur confondu, ou tout ce qui. Si on fait un immense amalgame avec tout ce qui a lieu, tout ce qui est en lien avec le tourisme, c'est 37% du PIB. C'est énorme, c'est énorme. Ça va faire mal, ouais. Bon, écoute, pour ce premier épisode, on est pas mal. Ouais, On vient de faire 1 heure pile. t'as vu ça? Ah, c'est beau, hein. Puis on reparlera un petit peu plus du Portugal, parce qu'il y a des choses sympas à dire. Et puis on parlera aussi de ton expérience à Malaga. Bah, ah oui. Bah Attends, oui, j'ai été- hein, bah oui. Ah, le mec, il fait tellement de pays qu'il oublie, quoi. Ah là là. j'ai été. Et puis voilà, allez, un dernier mot du coup pour conclure, Alim. Ah, tu me prends à froid là. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit devant le juge aussi. Ah putain, c'était la même. Ah, du coup, c'est ton dernier mot? Ok. Eh ben allez, bonne soirée ou bonne journée, ça dépend quand vous l'écoutez. Et puis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Au revoir. À plus.